bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais reprendre mon partenariat avec mes fiches CRFPA et vous proposer des fiches réalisées par mes fiches CRFPA en vidéo. J'avais déjà fait ce partenariat l'année dernière et je vais reprendre les mêmes fiches pour vous proposer les fiches actualisées pour le CRFPA 2019. Pour ceux qui sont intéressés, ce partenariat vous permet d'obtenir une réduction de 20% pour mes fiches CRFPA et pour cela, il vous suffit de donner le code ABC Juris en vous inscrivant. Alors, je vais reprendre et je vais vous montrer à partir d'une des fiches directement sur le site. De cette façon, vous pourrez voir comment vous connecter si jamais vous souhaitez vous inscrire. Alors, il suffit de se connecter et sur la page d'accueil, là, je vais vous prendre une fiche en droit des obligations et je vais commencer par la négociation du contrat. Avant de vous présenter la négociation du contrat, je voulais juste vous présenter la fiche de plan, en fait, qui permet d'avoir une vue de toutes les fiches qui sont réalisées sur la thématique. Donc là, c'est la thématique des contrats puisque c'est celle dans laquelle je vais réaliser des vidéos. Donc avec une partie sur la conclusion du contrat, les conditions de validité, les effets et l'inexécution. Alors passons tout de suite à la fiche relative à la négociation du contrat. Donc c'est une fiche qui a été mise à jour le 25 mai 2009 et qui s'intéresse à la négociation du contrat. Alors la négociation sans contrat, on parle de pourparlers, ou ensuite la négociation avec contrat et on va s'intéresser au contrat de négociation. Alors, la négociation du contrat, c'est la formation d'un contrat principal qui est précédé de négociations, voire de contrats avant ce premier contrat. La négociation sans contrat, tout d'abord. Le principe, c'est celui de la liberté de rompre les négociations. On a la liberté d'ouvrir des négociations et on a la liberté de les rompre. Depuis la réforme du droit des obligations, l'article 1112 alinéa 1er du Code civil précise l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Donc la limite à la liberté de conclure des négociations, de conduire des négociations, c'est la bonne foi. L'exigence de loyauté dans la rupture. Donc, avant la réforme, la liberté de rompre était limitée. La rupture des pourparlers abusives engageait la responsabilité délictuelle. C'est notamment ce qu'a décidé la Cour de cassation dans une décision de la Chambre commerciale du 11 juillet 2000. Deux cas ont été considérés comme abusifs, l'existence d'une intention de nuire chez l'auteur de la rupture et l'action, la rupture dans le cas d'une légèreté blâmable. C'est le cas dans lequel les pourparlers sont tellement avancés que le co-contractant peut penser que le contrat final va être conclu. Donc l'un des partenaires, lorsque les négociations sont à l'état d'ébauche, il est possible de mettre fin à ces négociations sans avoir à justifier de motif légitime pour. C'est ce qu'a décidé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 20 juin 2000. Lorsque la négociation est plus avancée, on doit justifier d'un motif légitime de rupture pour que la rupture ne soit pas considérée comme fautive. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans la décision du 11 juillet 2000. Quelles sont les sanctions? Alors, c'est la responsabilité délictuelle de l'auteur qui va être engagée. Il pourra être condamné à verser des dommages-intérêts qui seront égaux aux frais qui ont été engagés par la victime de la rupture. C'est une décision de la Chambre commerciale du 18 janvier 2011. Attention, il est très important de noter depuis la jurisprudence Manoukian, une décision de la Chambre commerciale du 26 novembre 2003, que la victime de la rupture ne recevra pas d'indemnisation pour gain manqué ou perte de chance parce qu'il n'y a pas lien de causalité entre les circonstances fautives et l'absence de conclusion du contrat. Alors, qu'est-ce qui a changé avec la réforme? On parle désormais d'une obligation de loyauté qui remplace l'exigence de bonne foi. Mais en réalité, il s'agit d'une consécration du droit intérieur à l'article 1112 alinéa 1er du Code civil. Quelle est la conséquence? Le périmètre de la sanction est plus important. Il peut y avoir deux types de fautes. Une faute lors de l'ouverture ou de la conduite des négociations et une faute lors de la rupture.
La sanction revient à une consécration de la jurisprudence Manoukian. Les dommages et intérêts sont égaux aux pertes subies et sont exclus le gain manqué et la perte de chance. L'article 3 de la loi du 20 avril 2018 consacre totalement la jurisprudence Manoukian. Il précise la réparation. Ainsi, l'article 1112 alinéa 2 du Code civil précise: en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Cette version est en vigueur au 1er octobre 2018, donc attention aux dates dans un cas pratique. Le préjudice de la victime de la rupture des négociations est donc égal à la perte qui a été subie par cette victime. Également, il existe une obligation de ne pas divulguer des informations confidentielles. L'article 1112-2 du Code civil le prévoit. C'est une consécration de la jurisprudence antérieure. Des informations confidentielles obtenues dans le cadre des négociations ne doivent pas être divulguées, même en cas de rupture des négociations. C'est notamment une décision de la Cour d'appel de Paris du 1er février 1989 qui avait estimé qu'en l'absence de clause de confidentialité, la bonne foi suffisait à fonder un devoir de secret, une obligation de réserve et de discrétion, avait dit la Cour. Désormais, on va s'intéresser à un autre point, les négociations avec contrat, lorsqu'on conclut un contrat de négociation. Tout d'abord, il faut distinguer ce qu'est un contrat de négociation de ce qu'est un avant-contrat. Les contrats de négociation sont des contrats qui ont vocation à organiser les conditions de la négociation. L'objet de ces contrats, c'est la négociation elle-même. Les avant-contrats ont pour objet de conférer à l'un des cocontractants la possibilité de conclure à terme un contrat définitif. Donc, ces deux types de contrats n'ont pas le même objet. Quels sont les contrats de négociation qui existent? Tout d'abord, il existe la lettre d'intention. C'est un document par lequel des individus manifestent leur intérêt pour un contrat, leur intention d'entamer ou de poursuivre la négociation d'un tel contrat, dont l'objet, les conditions essentielles et les modalités ne sont pas encore déterminées, restent à déterminer. Deuxième contrat de négociation, l'accord de principe. C'est un document qui exprime l'accord des parties sur la négociation du contrat futur, mais dont les éléments objectivement essentiels, le prix par exemple, ne sont pas encore fixés. Enfin, l'accord partiel. L'accord partiel, seulement certains éléments du contrat sont fixés et d'autres restent à déterminer. Quelles sont les conséquences des contrats de négociation? La création d'obligations, tout d'abord, à l'égard des cocontractants. C'est une obligation générale en matière contractuelle qui est celle de négocier de bonne foi le contrat en cours de négociation. Il existe des obligations spécifiques, une clause de confidentialité dans laquelle les parties s'engagent à garder le secret sur le principe même de la négociation ou sur des informations qui sont transmises au cours de la négociation. Il existe une clause de sincérité par laquelle les parties peuvent s'engager à révéler à l'autre partie toute autre négociation qu'elle entreprendra avec un tiers. Et il peut exister, enfin, une clause d'exclusivité par laquelle les parties s'engagent à ne pas entreprendre de négociations parallèles pendant la durée de leur négociation. Quelles sont les sanctions en cas d'inexécution de ces obligations? L'auteur de la faute engage tout d'abord sa responsabilité contractuelle. La sanction de principe, ce sont des dommages à intérêts. Quelle est la limite? Le cas de l'accord partiel. En cas d'accord partiel, il faut rechercher sur quoi porte l'accord partiel. Si ce sont des éléments accessoires du contrat négocié, alors, en cas de rupture, il y aura uniquement des dommages à intérêts. Si l'accord partiel porte sur un élément essentiel du contrat négocié, il sera possible d'obtenir l'exécution forcée. Le juge pourra considérer que le contrat est réputé formé puisque l'accord des cocontractants porte sur un élément essentiel du contrat. Il faudra alors compléter le contrat par les autres éléments. Il y a une limite à cette limite. Les cocontractants peuvent décider de rendre essentiels certains éléments qui devraient objectivement être considérés comme secondaires. Dans ce cas-là, en cas de rupture, il y aura uniquement des dommages internes. Voici pour cette présentation de la fiche sur la négociation
du contrat réalisé, vous le voyez, par mes fiches CRFPA. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me retrouver dans de nouvelles vidéos de présentation de décisions de justice. Et je vais vous présenter régulièrement des vidéos avec des fiches, mes fiches CRFPA jusqu'au mois de septembre. Je vous rappelle que vous avez, pour ceux qui regardent ABC Juriste et qui sont abonnés, vous disposez d'un code ABC Juriste qui vous permet d'obtenir une réduction de 20% si vous souhaitez souscrire à mes fiches CRFPA. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.